bonjour à tous, je suis le docteur François Paillard de Rennes et j'accueille aujourd'hui dans ce studio deux orateurs tout à fait prestigieux et compétents dans leur domaine, qui sont le professeur Éric Brucker pour le cercle Cœur et Métabolisme. Et on va donc faire le point sur l'actualité dans cette filiale et dans l'actualité en général autour de ces thèmes, et le professeur Atul Pathak pour la filiale HTA. Et donc on fera également le point dans ce domaine. Donc, je vais commencer par le professeur Éric Brucker à ma gauche, et donc je vais lui demander quelles ont été les avancées les plus marquantes au cours de l'année passée, et éventuellement quels sont les prolongements dans le cadre de ce congrès. Alors, peut-être un petit mot sur le groupe, donc, qui est en fait le groupe diabète, lipides, cœur, métabolisme, donc qui a une action assez transversale. Et c'est un groupe donc, qui pourrait évoluer assez rapidement avec la fusion d'un autre groupe de la Société française de cardio, mais on verra. En tout cas, l'activité de ce groupe, elle a d'abord été très focalisée sur les statines, parce que même si ça peut paraître un sujet pas vraiment d'actualité, il y a eu un vrai problème d'information sur les statines, comme tout le monde le sait, et donc le groupe a fait deux documents qui ont eu énormément de succès, un pour les médecins et un pour les patients, dont l'objectif était en fait de répondre à toutes les fake news qu'il y a pu y avoir sur les statines. Le deuxième sujet sur lequel on a travaillé, lié à l'actualité, notamment avec les études sur les oméga 3, c'est un papier spécifique sur les triglycérides, pour faire un petit point sur le rôle des triglycérides dans les maladies cardiovasculaires et leur prise en charge. Et puis dans les deux travaux qui sont actuellement en cours, il y a donc un papier qui est en préparation pour la prévention primaire, et puis il y a tout un travail sur de la partie diabéto, sur la prise en charge du diabétique en unité de soins intensifs, avec d'une part la prise en charge du patient instable, du patient qui vient d'arriver, et du patient une fois qu'il est stabilisé, avec bien sûr derrière la place des différents antidiabétiques maintenant dans le monde de la cardiologie. Et puis sur les projets, donc, puisque le groupe évolue, s'agrandit, un des projets qu'on a, notamment avec François Diévard, est d'essayer de faire un gros travail sur l'observance, un peu focalisé sur les statines, mais pas que. D'accord, donc merci beaucoup. Et alors justement, finalement, ces perspectives et cet état du groupe montrent bien un petit peu les points forts qui évoluent. Est-ce qu'au cours de l'année passée, il y a eu, notamment dans ces différents domaines, les lipides, le diabète, des points que tu retiendrais comme particulièrement essentiels et qui intéressent le cardiologue? Alors, je pense que dans les lipides, il y a quand même l'avancée importante des anticorps anti-PCSK9, dont l'indication actuellement est essentiellement cardiologique puisque c'est remboursé en prévention secondaire, mais il se peut que ça évolue et qu'on puisse élargir un petit peu le périmètre de remboursement des anticorps anti-PCSK9. Donc ça, c'est quelque chose qui est très attendu pour la prévention. Et puis bien sûr, il y a toute la question qui se pose autour des triglycérides, sur notamment est-ce qu'on va avoir accès ou pas à l'EPA, donc, puisque l'étude réussite était positive. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc il y a des avancées thérapeutiques. Et puis dans un domaine alors, ultra spécialisé, il y a quand même des grosses nouveautés pour la prise en charge des hypercholestérolémies gravissimes. Mais là, on sort un petit peu du domaine classique, je dirais, cardiologique. Et sur des points alors un petit peu plus de pratique, finalement les anti-PCSK9 actuellement, c'est une injection tous les 15 jours. Est-ce qu'il y a des perspectives de propositions thérapeutiques, de posologie qui soient un petit peu différentes avec des anticorps anti-sens, des choses comme ça qui puissent faire évoluer un petit peu la pratique dans ce domaine autour des PCSK9? Alors, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais effectivement, il y a des perspectives d'une injection 2 fois par an, voire 1 fois par an. Donc, avec les antisens anti-PCSK9, c'est la même cible thérapeutique. Pour l'instant, l'essai de prévention est en route. Et donc, on verra. Mais effectivement, c'est une perspective intéressante. Et puis, l'autre grande perspective, je pense quand même, pour les années qui vont venir, c'est la possibilité éventuellement de traiter les taux très élevés de L-peptida, qui est donc un facteur de risque
important, un peu nouveau, peut-être un peu moins connu. Et il y a actuellement donc des antisens anti-L-peptida qui sont en cours de développement. Et donc, si l'étude d'intervention avec critères de jugement clinique est positive, eh bien, on aura, j'espère, accès à ces nouveaux traitements. D'accord. Bon, alors voilà, donc des perspectives effectivement très importantes. Est-ce que le cardiologue, à l'heure actuelle, il est effectivement très confronté dans sa vie quotidienne à cette demande d'accord préalable et ces complexités administratives? Est-ce qu'on peut lui donner des perspectives d'allègement un petit peu de cette tâche administrative dans le futur? Non, je dirais que c'est surtout le cardiologue hospitalier, puisque la plupart des cardiologues hospitaliers n'ont pas accès à la prescription facile. Ils sont obligés de remplir les documents manuels, alors que c'est plus facile en ville. Non, ça ne va pas se simplifier. Après, dans l'histoire de la France, je n'ai jamais vu de bureaucratie se simplifier. C'est rare, c'est rare. Et pour le futur, est-ce que ces anti-PCSK9, qui donnent des résultats quand même spectaculaires et avec globalement une très bonne tolérance, est-ce que tu penses qu'on peut imaginer que dans un futur plus ou moins proche, finalement, ils prennent une part de plus en plus importante et en partie la place des statines, ou est-ce que ce sera toujours une complémentarité? Non, franchement, je pense que ce sera toujours une complémentarité. La discussion très actuelle, c'est de savoir si on peut utiliser, on pourra utiliser prochainement ces médicaments en cas de contre-indication aux statines, parce que là, il y a une inégalité de prise en charge qui est inacceptable. Quelqu'un qui a une myopathie, qui ne peut pas être traité par anticorps anti-PCSK9, c'est un vrai problème. Donc ça, on peut espérer que ce soit solutionné rapidement. Par contre, l'autre grand besoin thérapeutique, c'est quand même pour les patients en prévention primaire gravement hypercholestérolémiques, notamment l'hypercholestérolémie familiale, tous ces patients qui ont des scores calciques à 1000, qui ont un vrai besoin de ce type de traitement. Et ça, je pense que ce n'est pas pour tout de suite et il faudra attendre l'étude actuelle qui est conduite en prévention primo-secondaire. D'accord. Un dernier point peut-être concernant les recommandations européennes, puisqu'on a eu des recommandations sur les dyslipidémies en 2019, on a eu des recommandations sur la prévention en 2021. Il y a des petites différences, enfin des façons de présenter les choses qui sont un peu différentes. Est-ce que tu pourrais, pour le cardiologue, finalement donner un petit peu ton sentiment, les points forts de ces dernières recommandations 2021? Est-ce que ça change un peu la façon de voir les objectifs? Pour moi, ces nouvelles recommandations, c'est un vrai progrès. Elles sont compliquées, mais c'est un vrai progrès. Le progrès très important, c'est quand même l'amélioration de l'évaluation du risque pour la prévention primaire. Et l'autre élément par rapport aux recommandations 2019, en fait, je pense quand même que les différences sont un peu à la marge. Les objectifs thérapeutiques sont quand même très similaires. Donc voilà, il y a des différences, il y a un progrès dans ces nouvelles recommandations. Après, elles ne sont pas spécifiques des lipides. Et je dirais que, par exemple, l'objectif de prévention secondaire, c'est le même. D'accord. Pour l'objectif de prévention primaire, par contre, quelquefois, il y a une petite difficulté pour le cardiologue à appréhender ces deux étapes, le step 1 et le step 2, qui fixent des objectifs un petit peu différents, gradués dans le temps en quelque sorte. Comment est-ce que tu l'exposerais un petit peu, cette notion de step 1 et step 2? Alors, en fait, c'est simplement, je dirais que ces recommandations sont vigilantes sur le fait qu'il faut s'adapter à chaque patient, que le problème aujourd'hui, le seul problème des statines, c'est le problème d'observance. En prévention primaire, c'est un patient sur deux qui ne le prend pas. Donc il y a une stratégie qui est progressive et qui effectivement est justifiée en prévention primaire, qui est un petit peu l'équivalent de ce que font les diabétologues, qui commencent par la metformine, puis ensuite qui augmentent le traitement. Voilà. Maintenant, très franchement, c'est quand même un peu toujours ce qu'on a fait. C'est d'abord donner une statine, et puis si on n'est pas l'objectif, associer les étimibes, et ainsi de suite. Donc, finalement, cette notion de stratégie en deux étapes, moi, je ne pense pas que ce soit, enfin, c'est mon avis personnel, ce soit une grande évolution des recommandations, d'autant plus que pour la prévention secondaire, ils disent bien qu'on fusionne les deux étapes. Bon, tout à fait. Voilà. Alors, ce qui est important, je pense, c'est que cette notion de stratégie en deux étapes, c'est bien pour une prise en charge des patients. Par contre, il ne faut pas que ça génère de l'inertie thérapeutique et que la deuxième étape survienne 3 ans après la première.
Donc, message à faire passer auprès de nos correspondants. Merci beaucoup, Éric. Merci, François. On va aborder maintenant la deuxième partie de cette émission avec le professeur Atul Pathak, donc pour l'hypertension, avec également de la même façon peut-être l'actualité du groupe. Et puis, dans un deuxième temps, on verra un peu les avancées. Donc, quelle actualité dans le groupe HTA? Merci de me donner la parole et l'occasion de parler un petit peu de cette filière et filiale de la Société française d'hypertension artérielle que je préside depuis 1 an. Je crois que l'événement phare, c'est notre congrès, qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus d'1 mois, qui a été un congrès un petit peu particulier. Il y a 2 ans, full digital. Cette année, les orateurs étaient présents sur site, mais les participants connectés. Plus de 1200 inscrits, puis avec des sessions en replay qui ont permis à près de 2 à 3 000 personnes de voir les sessions en différé. Donc, franc succès de ce nouveau mode de communication. Et de façon plus générale, la volonté pour la Société française d'hypertension artérielle de se sortir un petit peu de ce sacro-saint congrès et de proposer une formation au fil de l'eau tout au long de l'année avec une vraie réflexion autour d'un parcours pédagogique, donc des webinaires, la présence de la Société française d'hypertension artérielle, bien sûr, aux journées européennes, des masterclass au printemps et puis notre congrès à la fin de l'année. Donc ça, c'est, je crois, une révolution qui est en marche et la crise du Covid nous a aidés finalement à proposer une nouvelle offre, une digitalisation de l'offre qui rend accessible la formation dans le domaine de l'hypertension artérielle au plus grand nombre. La deuxième, je dirais, nouveauté ou innovation, c'est notre site. Donc je vous invite à aller vous promener sur ce site, sur le nouveau site de la Société française d'hypertension artérielle. Là aussi, un énorme travail a été fait par un certain nombre de membres que je vais citer, notamment Marie-Lucie Sublet, Théodora Engoulevent et d'autres. Et ce site, en fait, il a, je dirais, un triple avantage. Tout d'abord, il permet en temps réel de suivre l'actualité dans le domaine de l'hypertension artérielle. Durant la crise Covid, en nous appuyant sur nos amis et collègues de la Société européenne d'hypertension artérielle, nous avons suivi toute cette polémique autour des bloqueurs du système réninien-angiotensin-aldostérone et très tôt prévenu nos collègues de ne surtout pas arrêter les IEC ou les ARADA chez les patients, chez des patients infectés par le virus de la Covid. Et de la même manière, nous avons pu, il y a quelques semaines, traduire en français des recommandations faites par la Société européenne d'hypertension artérielle sur la mesure. Vous savez que c'est un domaine qui est en pleine révolution, des dispositifs maintenant sans brassard, sans fil. Il y a énormément de révolutions technologiques dans le domaine. Donc, on a eu la chance de participer et donc de traduire ces recommandations. Donc, vraiment, je vous invite à aller sur le site parce qu'il tient un petit peu à jour notre communauté, non seulement des avancées scientifiques, mais aussi des avancées pratiques. La toute dernière, il y a quelques semaines, en collaboration avec l'ANSM, la mise à la disposition des cardiologues de l'éplérénone pour la prise en charge de l'hyperaldostéronisme primaire chez les gens qui ont des effets indésirables avec la spironolactone. Donc vraiment, je vous invite à aller sur ce site. Ça, c'est peut-être la deuxième grande information. Et puis, peut-être la troisième, je dirais, information concernant notre filière, au-delà du congrès et de ce nouveau site, c'est peut-être une révolution en termes de collaboration. On a élargi considérablement nos actions avec d'autres groupes, que ce soit le club des cardiologues en formation, que ce soit la filière rythmologie, que ce soit la filière insuffisance cardiaque. Donc, je dirais un petit peu en rigolant, la fille hypertension artérielle est revenue dans les bras de son papa ou de sa maman, qui est la Société française de cardiologie. Et ça, c'est à mon avis aussi une initiative forte. Donc, peut-être ces 3 grandes informations qui ont émaillé l'année 2021 pour l'hypertension artérielle. D'accord, donc merci beaucoup. Vous avez fait allusion justement aux méthodes de mesure qui évoluaient. Alors les cardiologues, depuis 100 ans, ils mesurent la pression artérielle de façon extrêmement conventionnelle, je dirais. Est-ce qu'on peut penser que dans les 10 ans à venir, on va finalement révolutionner cette méthode de mesure avec des choses un peu plus précises qui vont peut-être permettre d'éviter la grande variabilité qu'on connaît, notamment dans la pratique de consultation? Est-ce que finalement, cette mesure de pression artérielle qu'on fait de façon quotidienne en consultation va être modifiée, révolutionnée? Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans ce domaine-là? Non, mais ça, c'est une question très, très pertinente. On voit en fait de la mesure mécanique avec le brassard, on est passé à la mesure électronique, de la mesure du cabinet,
on est passé à la mesure en dehors du cabinet. Maintenant, toutes les recommandations préconisent la mesure automatisée en dehors du cabinet, ce qu'on appelle l'automesure, et la France a été souvent un précurseur dans le domaine. Cette mesure en dehors du cabinet a un triple avantage, diagnostic, parce qu'elle identifie des formes d'hypertension artérielle un petit peu particulières. Elle fait la part entre hypertension artérielle blouse blanche et, par exemple, hypertension artérielle masquée, ces gens qui ont une tension normale au cabinet, mais qui est élevée à la maison. Donc, il y a un intérêt diagnostique indéniable, thérapeutique. On sait que lorsqu'on contrôle les patients chez eux, eh bien, on sait qu'on est vraiment dans le vert et qu'on contrôle bien la pression artérielle. Et puis pronostic, puisqu'on sait que ces patients non contrôlés au domicile ou en dehors du cabinet sont ceux qui sont le plus à risque de faire des événements. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a un événement désormais nouveau, qui est cette digitalisation, la miniaturisation et l'arrivée de tous ces nouveaux devices de mesure de pression artérielle. Certains qui sont bien avancés, je pense notamment au bracelet Actia qui a été approuvé par la FDA, un bracelet que vous pouvez porter quasiment 24 heures sur 24 et qui enregistre votre pression artérielle sans brassard ou compression, le jour comme la nuit, quand vous faites vos courses ou quand vous allez travailler. Alors, qu'est-ce que l'on mesure? Peut-être pas aussi précisément la pression artérielle, puisque ce sont des appareils qui sont calibrés sur de la mesure traditionnelle, mais quand même, à l'ère de la big data, on enregistre un signal qui est fortement corrélé à votre niveau tensionnel et qui renseigne, je pense de façon beaucoup plus puissante, parce qu'on va acquérir un grand nombre de mesures sur quel est finalement votre niveau de pression artérielle dans le quotidien. Et je crois que ça, c'est quand même une révolution même physiopathologique, parce qu'on comprend bien, on en est tous conscients, quand on mesure cette pression artérielle au cabinet, qu'on fait quelque chose de faux. Il y a une variabilité entre les mesures au moment où le patient est là, et certaines études, on parle maintenant de mesures, ce que les anglo-saxons appellent unattended measurement, c'est-à-dire vous mesurez la pression, mais vous sortez du bureau, parce qu'on sait que le simple fait d'être à côté du patient, ça élève la tension artérielle. Mais il y a quand même une variabilité jour après jour, heure après heure, mois après mois. Et donc ces nouveaux appareils, non seulement vont nous renseigner, vont améliorer la qualité de la mesure et vont changer indéniablement notre façon de prendre en charge l'hypertension artérielle. Mais surtout, moi j'ai beaucoup d'espoir pour peut-être identifier et personnaliser et comprendre peut-être un petit peu mieux cette hypertension artérielle qui reste mystérieuse. On mesure la pression artérielle depuis 200 ans et encore aujourd'hui, on en est à discuter de la mesure de quelque chose que l'on connaît depuis d'aussi nombreuses années. Donc je crois que ces nouveaux appareils vont changer la compréhension et la façon de gérer l'hypertension artérielle. Merci bien. Donc, après le diagnostic, la thérapeutique. Et donc, je voudrais que vous nous exposiez les points importants dans deux domaines qui sont, d'une part, le traitement médicamenteux. On a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés dans le traitement médicamenteux ces dernières années. Et puis, au contraire, les traitements interventionnels, comme la dénervation rénale. Est-ce qu'il y a des choses à attendre pour le cardiologue ou est-ce qu'on est un petit peu dans une période en plateau? Quel est votre sentiment dans ces deux domaines? Oui, je crois que c'est des questions très pragmatiques. Bon, pour ce qui est du traitement, il y a des nouveaux traitements qui sont développés. On parle des siRNA pour l'hypertension artérielle, du vaccin anti-rénine, des antagonistes de l'endothéline, des médicaments qui agissent sur la voie de la néprilésine, celle qu'on bloque dans l'insuffisance cardiaque. Mais le problème, c'est comment mettre ces médicaments sur le marché. Maladie très prévalente, étude de morbimortalité très coûteuse, et une maladie pour laquelle il y a déjà des médicaments qui sont efficaces, bien évalués, peu coûteux. Donc ça, il y a un challenge de mise sur le marché, même si les nouveautés arrivent, elles butent sur la manière dont elles vont rentrer sur le marché. Mais ces nouveautés existent, mais il faut suivre et voir comment elles pourront s'insérer. Deuxièmement, toujours sur l'aspect thérapeutique, je crois que les dernières recommandations ont simplifié la prise en charge avec un algorithme pas à pas. On essaye, dans la mesure du possible, de toujours offrir le médicament en dose unique, c'est-à-dire un seul comprimé, aujourd'hui en France remboursé avec 2 médicaments, non, malheureusement pas la trithérapie. Démarrer avec un bloqueur du système rénine associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique. Dans un deuxième temps, associer ces 3 molécules. Dans un quatrième temps, aller chercher l'aide de la spironolactone. On en est là, algorithme pas à pas, qui doit normalement être efficace, on le sait, pour contrôler 70 à 80% de nos patients. Toujours dans le domaine thérapeutique, je crois que la révolution, et on en parle durant le congrès, c'est le dosage médicamenteux. On s'est rendu compte que 50% des hypertendus sous trithérapie ne prenaient pas leurs médicaments. Et on court derrière ce concept d'hypertension résistante en se disant ils ont 3 médicaments, la tension n'est pas contrôlée, je vais en rajouter un 4e, un 5e. En fait, ils n'en prennent pas. Le dosage médicamenteux, aujourd'hui, il est disponible. Il est accessible dans un grand nombre de centres. Il va aider à comprendre pourquoi les patients ne prennent pas les médicaments et ce que l'on peut faire. Et ça va amener à la réponse à la deuxième question. L'interventionnel ou les techniques d'intervention peuvent être une solution à
ces hypertendus non contrôlés sous traitement multiple ou ces hypertendus non traités qui refusent le traitement parce qu'ils ont des effets indésirables, un peu comme ce que l'on a avec les statines, ou tout simplement qui ne souhaitent pas être traités avec des médicaments. Et la dénervation rénale, parmi toutes les techniques, il y en a un grand nombre qui ont été développées, mais celle qui tire son épingle du jeu aujourd'hui, c'est la dénervation rénale. En quelques secondes, 3 chiffres à retenir, 3, parce qu'il y a 3 cathéters à la disposition des médecins aujourd'hui, radiofréquence, ultrasons et cathéters qui injectent de l'alcool dans l'adventice de l'artère rénale, donc une sorte de neurolyse chimique, puisque l'objectif de ces cathéters, c'est de détruire les afférences et les efférences sympathiques. 2 types d'essais, avec et sans médicaments, un seul résultat, que vous soyez hypertendu, traité ou non traité, lorsqu'on vous dénerve, la pression artérielle baisse. Elle baisse de façon significative, à peu près l'effet de 1 à 2 médicaments, sur la pression artérielle de consultation et sur la pression mesurée par MAPA. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. On voit que dans ces 2 domaines, il y a énormément de mouvements. Donc, bon congrès dans ces 2 disciplines, le métabolisme et l'hypertension.